the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be. 6h30 et vous êtes bien avec nous sur la RTS pour un nouveau numéro de votre matinale Kenkiliba. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Encore merci d'être fidèle à cette matinale sur la RTS. Nous sommes donc lundi et au sommaire de votre matinale de ce début de semaine, c'est la chronique Tendance de Toumani, mais aussi la chronique sociétale de Ibou avec un invité qui va nous accompagner jusqu'à 8h avec Sarah Leya Senghor également qui sera de la partie. Nous en profitons également pour remercier nos équipes techniques grâce à qui vous pouvez suivre justement cette matinale sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. Comme j'aime à le rappeler, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et oui, bien entendu, vous pouvez aussi réagir tout au long de cette émission sur les différents sujets qui seront développés. Allez, on va maintenant retrouver le coach Tanda Khaniaï en salle de gym pour la capsule gymnastique donc de ce lundi. Les exercices en début de semaine, c'est important pour maintenir une bonne forme et aussi pour se maintenir en santé. Le coach Tanda Khaniaï qui nous attend en salle de sport et on se retrouve après sur le plateau avec l'équipe au complet. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à votre émission Kenkeliba et surtout, eh bien, soyez les bienvenus à votre capsule gym. Alors, capsule gym, c'est vrai que le cardio du lundi, mesdames et messieurs, mais avant d'aller plus loin, le coach Bou, en tout cas, eh bien, un mot à dire avec le coach Bou. Alors, coach Bou, vous me rejoignez. Dans tous les cas, évidemment, vous avez, en tout cas, quelque chose à lancer. Voilà, coach Bou, bonjour. Alors bonjour, vous avez quelque chose à nous lancer? Oui, bonjour coach Tandara et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Donc vous savez bien aujourd'hui, d'habitude on a du cardio à faire les lundis, mais aujourd'hui on va laisser le soin de passer à un challenge qu'on va faire ce lundi pour vous faire comprendre qu'au moins il y a des gens qui sont très bien entraînés, il y a des gens qui sont toujours là et capables de pouvoir faire ce qu'on appelle des pompes. Aujourd'hui, comme il est le spécialiste en pompe, coach, oui. Donc aujourd'hui, oui, je vais lui laisser l'opportunité de nous présenter des pompes qu'il va nous faire pour notre cardio du lundi. Mais n'empêche, ça sera des renforcements qui vont être faits par le coach Tandara, bien sûr. Voilà, alors pour me donner au moins quelques instants le temps d'échauffer un peu les muscles, les articulations. Effectivement, alors, là, il nous le faut. C'est vrai. Alors un tout petit peu de faire allez-y. Juste réveiller bien les muscles. Effectivement, très bien. On est toujours dans l'étirement. On y va juste, on va très rapidement suivre le coach. Et bien voilà, nous voici en face du coach maintenant qui est spécialiste dans les pompes. Donc vous voyez bien un très bon écart qui va solliciter très rapidement les pectoraux. Donc là, on fait focus sur les pectoraux. Donc vous voyez bien la justesse des mouvements, une très belle contraction, l'écart des mains qui vous donne toujours l'opportunité de pouvoir bien travailler vos parties qui sont les pectoraux. Donc vous voyez le coach Tandara physique à sa force qui est toujours au niveau des muscles. Et ça, c'est vraiment des vraies pompes. Ça, c'est vraiment de vraies pompes. Et vous voyez, à son âge, il parvient à faire des pompes. Donc, cela nous informe et cela nous dit que tout le monde doit pouvoir avoir de la force pour pouvoir maintenant être à l'aise dans son corps. Donc, vous voyez bien, son corpulence, il est toujours bien dessiné. Cela nous donne juste une information que personne ne doit se laisser faire pour ne pas faire de l'activité physique. Un grand bravo à coach Tandara. Merci vraiment, coach. Ça, c'est un vrai challenge qui a été proposé par le coach. Et très rapidement, on va terminer avec des légers étirements. Il souffle, il s'essouffle et ça sera tout pour aujourd'hui. Avec le coach, bravo, bravo. Et merci à coach. Allez, là, on va casser le rythme. Il va remettre les muscles à leur place. Avec une très bonne inspiration, expiration, il souffle et très rapidement il va relâcher pour remettre les muscles à leur place.
la dernière partie. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, c'était les pectoraux qu'on a sollicités avec des pompes. Un challenge de 50 pompes avec le coach. Donc, vous avez vu. Coach, qu'est-ce que vous en dites sur les pompes? Bon, alors, habitué des pompes, hein, c'est vraiment l'appui facial, c'est mon exercice de prédilection. Alors, si je veux gonfler un peu les pectoraux, voilà, c'est surtout ça, c'est donc les pompes. Alors, si je peux aussi en profiter pour les deltoïdes, là également, idem. Alors, on y va. Alors, vous voyez, j'ai fait 50 pompes. Je pouvais tirer jusqu'à 100 pompes. Alors, vous m'avez arrêté. Hein, mais bon, là, on est habitué, on est habitué. Alors là, pour des pompes assez larges, mais ça s'adresse surtout aux pectoraux. Vous avez aussi, par ricochet, les T7. Alors donc, voilà, c'était donc ça, le challenge, le lundi, c'est vrai, le cardio à la place, un lit et place aujourd'hui, c'était vraiment, les pompes, voilà, j'aime bien les pompes parce que là, je peux dire que pompe, mon exercice de prédilection, donc l'appui facial, voilà. Donc, vous avez vu, c'était notre présentation à qui on a donné le soin au coach, du cardio, du renforcement des pompes avec les bras écartés. Vous voyez bien son souffle. Il est en train de souffler, donc ça veut dire qu'il a encore aussi travaillé son cardio. L'information est juste que tout le monde doit pouvoir faire de l'activité. À son âge, il est bien préparé pour faire des pompes. Donc, à vous, le tour. Donc, on se donne très rapidement le rendez-vous, coach. À demain, Inch'Allah. Alors, quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis en tout cas, excellent après-midi. Alors, salut, ciao et à demain ici. Merci beaucoup, coach Tandakha, qui a tenu quand même à donner le bon exemple. On l'a vu lui-même dans cet élément, qui a tenu à faire la démonstration. Et oui, il l'a dit, peu importe l'âge, que vous soyez jeune ou âgé, il n'y a absolument pas d'excuse. Il faut se mettre au sport, n'est-ce pas, Sarah? Bonjour. Oui, bonjour Adama, il a parfaitement raison, le coach Tandakha. Je crois qu'il a trouvé le secret de l'autre jouance, comme on dit, parce que malgré l'âge, le coach est toujours très en forme. Exactement. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes que je ne citerai pas ce matin, qui ne pourraient pas relever le défi et faire toutes ces pompes. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Non, je ne pense pas. Non, je ne parlais pas forcément du plateau. Hein, mais bon. Super. Et vous, tu pourrais? Non. Voilà, bon, donc... Je suis partisan de la marche, mais quand même, il a beaucoup de mérite. Hein. Ah oui, le coach, quand même, hein. Ça reste le coach Tandakha, bien exactement. Toujours en forme. Ivo, ça va, tu vas bien? Super bien, comme d'habitude. On est lundi. Oui. Qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui pour nous motiver? On est lundi, on sait que c'est pas facile, c'est pas évident. Et tu as toujours les mots justes sur toi. Nous sommes des gens heureux, mais on l'oublie. On oublie de se rappeler que le verre d'eau qu'on nous offre, le petit sourire avec la caissière, avec le bus Tata et même les collègues. Mais tout cela parce que nous sommes ensemble. Bien et sûr. quand on est ensemble, quelle est la base de cette cohésion? C'est de se sentir bien, de se remobiliser, de se ramasser ensemble. On a 1000 raisons de ne pas être d'accord, mais on a 1 milliard de raisons d'être ensemble. Oui, c'est comme quand j'ai lu ce week-end Sarah qui dit, lorsque la vie te donne... une centaine de raisons d'être triste. Exactement. Montre-lui que tu as des milliers de raisons de continuer. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui. Profitons de la vie. Envoyez des SMS aux proches, aux amis d'enfance. Quand vous allez dépasser la cinquantaine, vous vous rendrez compte combien ces amis d'enfance sont importants. Oui, bien sûr. L'affection, les musiques que vous écoutez vous rappellent les amis d'enfance. Les propos, les amis d'enfance, des pas de danse, les amis d'enfance. Même la sourate ou bien Monseigneur qui est au ciel vous rappelle les amis d'enfance. Parce qu'on a tous grandi ensemble dans la tradition musulmano-catholique avec ceux qui allaient à l'église pour manger les petites hosties là, comme ça, en traficotant. On est tous passés par là. Donc voilà, ou bien les Worgalais, c'était chez les amis Tavares, les amis Cato pour faire ça. C'est la preuve que l'homme sur terre est fait pour être avec les autres hommes. Peu importe les difficultés et les tensions. Quand je regarde mon humanitude, j'accepte les autres, ce qu'ils peuvent me faire, qui peut être désagréable. Oui, absolument. Et tu sais quoi, Adama, je suis d'une humeur un peu mélancolique ces derniers temps. Et à cause d'Ibou, les lundis, je me dis, les lundis. Il faut que je fasse un effort. Mais oui. Donc le week-end, je suis allée à Yoff, à Pexi, c'est comme ça. Pexi, c'est ça. Dans une boutique qui s'appelle Ram Luxurious Store. J'ai dit non, j'achète un truc étincelant pour le lundi matin. Je viens en couleur, rien que pour Ibou. Mais tu as bien fait. Mais c'est absolument. Non, mais elle a raison, elle prend les devants. Et c'est magnifique en plus. Oui. Elle est magnifique. Magnifique, Elle est magnifique. Merci à la
Girotte qui s'appelle Astou. Elle est magnifique. Magnifique. Ça donne du bonheur. Exactement. Ça transpire le bonheur. On apprécie le bonheur. C'est important. Absolument. Alors, Ibou, on parle de quoi dans ta chronique aujourd'hui? Mois de la femme, le mois de mars. Je rappelle que techniquement, c'est le premier mois de l'année commerciale, de l'année technique, de l'année administrative. C'est le mois de mars. Donc, du coup, hommage aux femmes. C'est vrai, on parlera de droit, mais la femme, elle est vie d'abord. Et que nous savons tous qu'on est un père ou on est un couple et qu'il faut régir le fait d'être ensemble. Donc, au Sénégal, on a défini ça à travers le code de la famille. Et ce code de la famille a plusieurs chapitres, plusieurs livres, plusieurs articles. Et je me suis dit, mais tiens, n'est-il pas pertinent avec, depuis la loi de la parité, qu'on aille un peu voir ce que dit l'article 277. Et il y a aussi d'autres articles. Oui. Bon, le 277, comme tout le monde le sait maintenant, parle de puissance paternelle. Puissance paternelle. Seigneur, puissance paternelle quand même. Faut aller le chercher. Bah oui, Voilà, on parlera de ça. Oui. Et puis aussi de voir les perspectives. Je demeure convaincu qu'un pays qui a réussi à mettre une loi de la parité, corriger des thèmes malheureux serait presque d'une banalité. Oui. Voilà. Ça n'enlève rien à la cohésion, mais ça renforce plutôt. Oui, c'est vrai que ça vient à l'heure aussi, puisqu'on sait qu'il y a ce débat-là qui a été suscité à l'occasion justement du 8 mars, un combat que les femmes ont décidé de mener justement pour une autorité parentale plus équitable. On y reviendra justement dans ta chronique. Bonjour Toumani. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Black and white. On parle de quoi aujourd'hui? Exactement. Alors, ce matin, je vous propose d'aller en Inde, pas pour parler de Raw Air. Miss World. Non, pas pour parler de Miss World non plus. Ni de cheveux naturels, même si c'est tendance dernièrement, même si également le tissu charré est tendance dernièrement. Ah oui, on a vu. Mais c'est pas de cela dont on va parler. On va parler d'un mariage royal qui s'est passé pendant ce week-end. Pourquoi parler de mariage ce matin et de ce mariage qui s'est passé en Inde? Qu'est-ce qui fait la particularité de ce mariage? C'est ce dont on va parler tout à l'heure. Mais bien sûr, nous sommes en mars et nous allons rendre hommage justement à la... Comme tu veux bien qu'on parle de Miss, on va parler de la première Miss Sénégal et on va faire son portrait tout à l'heure. Oui, ce sera très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas le décret justement qui a été la première Miss Sénégal. Bonjour également à notre invité que Sarah va tout de suite nous présenter. Et c'est la deuxième fois qu'il vient nous voir, Abdoulaye Diop, directeur de l'école polytechnique féminine de Dakar. Attention, l'école est devenue mixte maintenant, même si l'appellation est restée. Mais on va garder féminine puisqu'on est dans le mois de mars et qu'on célèbre la femme tout au long. Donc c'est une école française de formation d'ingénieurs qui organise avec l'association Guédioua et Je m'engage un salon qui va permettre justement aux jeunes de s'orienter dans les métiers de l'ingénierie et de la technologie. Alors avec lui, on revient bien évidemment sur, de manière générale, l'enseignement des sciences dans notre système éducatif, les objectifs, tant pour moi, et les ambitions de ce salon également. Et puis évidemment cette collaboration entre l'EPF et l'association Guédioua et Je m'engage, l'insertion des jeunes diplômés, les couches vulnérables. On parlera également de la question de l'inclusion justement de ces jeunes-là dans les grandes écoles. Voilà, quelques sujets qui seront au menu de l'entretien avec Abdoulaye Diop ce matin, notre invité. Abdoulaye Diop, bienvenue sur le plateau de King Kéliba. Merci, je suis heureux de retrouver à nouveau ce plateau, surtout de retrouver encore le beau sourire de Sarah. Ah oui, c'est gentil. Elle présente bien l'école maintenant parce qu'on a eu quand même l'occasion de se retrouver autour d'un plateau lors du lancement de cette école. Tout à fait. Qui à la base était destinée aux filles dans les années 25. Qui a la particularité en France pendant 70 ans de ne former que des ingénieurs avec eux. Et qui peut-être avec la réforme, comme Sarah a pu préciser cela, en 1994 est devenue une école mixte. Alors qui s'est implantée à Dakar pour l'Afrique depuis 2-3 ans, qui est quand même une école qui a au moins 13 nationalités qui sont présentes. Bon, ce qui va peut-être faire plus plaisir à Sarah, c'est d'apprendre en fait qu'il y a 58% de présence féminine dans notre école. Ça c'est bien. Il faut regarder cette particularité. Surtout qu'on parle des métiers d'ingénierie. Plus de femmes, c'est tant mieux. Tout à fait. Donc oui, de ce salon qui à la base était un événement et qui aujourd'hui est resté dans notre agenda, dans l'agenda de l'association Guédioua et Je m'engage. Et je pense que l'originalité de ce salon, c'est d'accepter de l'organiser dans la banlieue, à Guédioua plus précisément, et dans l'un des plus grands lycées du Sénégal, qui est le lycée Seydina Limamou Laye.
Alors, à la base, moi, je suis de la banlieue, donc je me dis que pendant des années aussi, on n'a pas eu autant d'opportunités en ce sens-là, surtout sur l'orientation. Généralement, les salons s'organisent le plus souvent dans les villes. Et je me suis dit, quelque part, sur la partie sociale, la contribution que nous devrions nous donner, quand je dis nous, c'est Abdoulaye, c'est l'association Guéguaye Je m'engage, c'est d'accompagner ces jeunes à pouvoir avoir les informations nécessaires pour pouvoir bien gérer leur parcours d'études, pour ne pas dire leur projet d'études, mais également Sarah a parlé des couches vulnérables. Souvent aussi, on a des élèves qui ont de très bons niveaux, mais qui malheureusement, côté financement, pêchent à trouver des financements pour pouvoir poursuivre leurs études, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans les écoles étrangères. Et nous nous sommes dit que dans ce salon-là, on va s'entourer de bons partenaires tels que le 3FPT et ainsi de suite, qui, au-delà de l'orientation professionnelle, vont pouvoir financer la formation de quelques jeunes. Et peut-être la satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est de trouver sur 2 ans quand même des jeunes qui ont pu bénéficier de ces financements, dont certains aujourd'hui sont en train de faire leur mobilité soit à Troyes, soit à Montpellier. Très bien. C'est ça. On aura l'occasion de revenir sur tout cela en détail dans la partie qui sera justement réservée à vous, notre invité du jour. 6h47, je le rappelle que nous sommes lundi 4 mars. Ce n'est pas seulement le mois de la femme. Le 4 mars, c'est une date symbolique aussi pour le secteur de la santé, puisque c'est la journée mondiale de l'obésité, tout comme l'hypertension artérielle, le diabète et... quelle autre maladie il y en a beaucoup. Des maladies très courantes actuellement, pas seulement dans la société sénégalaise, mais c'est universel. C'est devenu un problème de santé publique qui touche, selon l'Organisation mondiale de la santé, actuellement 2 milliards de personnes de plus de 20 ans dans le monde entier et 4 millions de personnes, tenez-vous bien, atteintes d'obésité meurent chaque année. Donc, je le rappelle, c'est un problème de santé publique qui touche les enfants, mais aussi les adultes. Les enfants considérés comme une couche vulnérable, il faudrait une attention particulière dans la prise en charge, n'est-ce pas Sarah? Oui, tout à fait. Et je crois que pendant longtemps, on a pensé que c'était la maladie des riches et que ça ne viendrait pas chez nous, sur notre continent. Malheureusement, les médecins sonnent l'alerte de plus en plus. On le constate surtout chez les adolescents. Il y a de plus en plus une tendance à une certaine obésité. Et donc, encore une fois, il faut faire attention à ce que ces adolescents-là mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est ce que nous leur offrons, c'est ce que nous leur proposons. Évidemment, dans chaque famille, il y a aussi le côté génétique qu'on ne peut pas oublier. Exactement. Il y a des familles où 80%. C'est ça. De prévalence au Sénégal. Exactement. Donc, il ne faut pas simplement penser que c'est lié à l'alimentation. L'alimentation a un grand rôle à jouer. Maintenant, il y a la génétique aussi. Il y a des familles où, très rapidement, on peut prendre du poids. Ça veut dire que dans cette famille-là, les gènes sont déjà là. Il faut faire peut-être un peu plus attention à ce qu'on mange, à ce qu'on propose aux enfants. Et moi, je voudrais surtout attirer l'attention des parents aujourd'hui sur ce qu'on appelle la malbouffe. J'ai un ami qui dit souvent que la malbouffe, c'est tellement bon. Mais il a raison en plus. C'est bon et interdit. Le bon dibi, je veux dire, le fast-food rapidement fait. Vous imaginez une bonne pizza, un bon hamburger. Le soir, on finit, on prend du coca, excusez-moi pour la publicité. Après, on va directement se coucher. On aime bien faire ça. Mais on le sait, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, il faut faire attention. Et surtout avec les enfants, parce qu'après, pour perdre du poids, c'est très, très, très compliqué. Exactement. Donc, revenons tout simplement à nos produits locaux. Proposons à nos enfants des aliments sains et permettons-leur justement de rester en bonne santé, d'avoir le poids qu'il faut pour pouvoir bien vivre plus tard. Parce qu'encore une fois, lorsque l'obésité s'installe, il y a à côté des maladies, tu l'as rappelé tout à l'heure, l'hypertension artérielle et même au-delà de ça, se mouvoir au quotidien devient difficile. Et il ne faut pas oublier que généralement à l'école, il y a aussi ce qu'on appelle le harcèlement scolaire que subissent certains enfants qui sont en surpoids. C'est à dénoncer bien évidemment, mais à la base, à la maison, prenons déjà toutes les dispositions pour permettre à nos enfants de bien manger, éviter tant qu'on le peut cette obésité-là qui est en train de s'installer chez nos adolescents. Je crois que c'est le message que j'ai à passer ce matin concernant cette journée. Et vous? Oui, manger, c'est prendre un corps externe, comestible, on fait passer par voie buccale pour l'amener dans l'estomac. Donc, il faut forcément une éducation. Dans le schéma organisationnel, il faudrait que là où se trouve la population se trouve où? Organisée dans les communes.
N'est-il pas temps que l'État central puisse mettre un contrat de performance, ou ça existe, de mettre plutôt certains critères sur l'éducation alimentaire avec les enfants? Les écoles regroupent les enfants. Il faudrait qu'à bas âge, dans ces établissements, qu'il y ait forcément un concours culinaire qui pourrait faire la promotion de nos mets. Ça, c'est d'abord une chose. Et deuxième point, de faire comme dans les années 70, 80, jusqu'à 90 même, il me semble, où il y avait dans presque certains établissements du maraîchage. Ce maraîchage-là permet aux enfants de récupérer la salade, de récupérer des autres éléments pour pouvoir l'amener chez eux et de proposer aux parents, voilà notre contribution alimentaire. Cette éducation-là avec la nature et le fait de la culture de maraîchage va permettre de manger sain. Parce que, je rappelle encore, c'est prendre un corps externe qui est comestible, qu'on fait passer par voie buccale pour l'amener dans son estomac. Mais après, ce qui s'ensuit au niveau génétique, la composante même qui va dans ton estomac, comment c'est évacué, mais tous ces éléments poussent à l'obésité. L'autre paramètre, c'est les adolescents. On dit adolescents, aller faire du sport, c'est limite demander à un hibou de courir 10 km chaque jour. C'est quasi impossible, ça. Parce qu'ils sont devant les écrans la plupart du temps, de plus en plus. C'est les jeux vidéo, c'est le téléphone, c'est la sédentarité, ça ne bouge pas. Pour qu'ils restent sur place et que le cerveau voyage un peu partout. Mais mettons des contraintes. Ces contraintes-là, c'est au niveau du collège, au niveau du lycée. On gagne des points. En gagnant des points, mais il y a un challenge. Parce que si je ne gagne rien, pourquoi je ferais quelque chose pour un rien? Donc, je dois gagner quelque chose pour faire quelque chose. Entre le rien et l'activité, c'est la motivation. Quel est le gain? Nous sommes des capitalistes, nous le sommes tous devenus. C'est l'État qui est comme ça, c'est notre période qui est comme ça. Mais poussons les jeunes à des compétitions où ils doivent challenger. Moi, ça ne me gênerait pas. Bon, j'expliquerai pas en détail, mais de les challenger parce qu'on sait à peu près ce qui peut les intéresser. Oui. Ça peut être un ticket pour tel concert. Si vous faites tant de kilomètres, vous l'avez. Et même les pédomètres, qu'on sache exactement combien de pieds, de pas que vous avez effectués par jour. Ensuite, il y a le dernier tiers. Ce dernier tiers qui frappe beaucoup plus les femmes. Combien d'activités mènent les femmes ou une femme sénégalaise du matin au soir? Si vous enlevez ces activités ménagères, si elle est en activité, combien de fois? Elle regarde les séries surtout à la télé pour beaucoup, voilà. Hein, c'est ça. Donc c'est la sédentarité qui tue, c'est la sédentarité qui pousse tout cela. Challengeons, et chaque commune fasse des challenges et que l'État central fasse un contrat de performance avec les communes. Et dans ce cadre-là, plus tu as des gens sains, plus là tu peux avoir des points. Oui, merci vous. Toumani, dis-nous ce que tu penses de ce problème. Venir aux femmes, peut-être parler également de ces enfants qui ne bougent plus comme avant. Nous, autant, lorsqu'on mangeait à midi ou bien à 13h, 14h, à 17h, on était dehors ou bien dans la cour pour jouer avec les autres, pour courir, pour jouer à cache-cache. Aujourd'hui, nos petits frères, nos enfants, lorsqu'ils mangent même, ils sont sur les tablettes. Oui. Alors après également, ils vont digérer avec la tablette et non en dehors de la maison. Ils sont tout le temps scotchés sur les tablettes, donc ils ne bougent plus comme avant. Et pourtant, aujourd'hui, on a même beaucoup plus de restaurants, en tout cas, qui proposent de la, disons, de la mauvaise bouffe, si je peux me permettre. Et revenir également sur cette publicité, mais concernant les femmes. En Afrique, on considère que lorsqu'une femme est en surpoids, c'est qu'elle est belle, c'est qu'elle mange bien. On va même te dire que son mari s'occupe bien d'elle. Voilà, tout à fait. Ou bien si tu es encore célibataire, c'est c'est mon père qui donne assez à manger à la maison, c'est pour ça que je suis comme ça. Oui. On considère que cette femme est en bonne santé et voilà, alors que c'est tout à fait le contraire. Je pense que aussi, si on veut résoudre ce problème, il faut également qu'on conscientise un peu les femmes, qu'on leur fasse comprendre que prendre du poids n'est pas forcément synonyme de beauté. À la limite même si les préférences sont des préférences, et puis nous sommes en Afrique, mais il faut mettre en avant justement la santé. C'est ça, exactement il faut absolument. Et c'est ce qui explique d'ailleurs quand on décide de perdre du poids, de maigrir, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a des appréhensions, on prend en compte les préjugés, on va dire, les malades, elle souffre dans son ménage, qu'est-ce qu'il a des problèmes, elle a le diabète. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, où les gens
appeler pour dire mais qu'est-ce qu'elle a, Exactement, alors que ça peut être tout à fait volontaire de vouloir perdre du poids. Alors, notre invité, Mamadou Diop, qu'est-ce que vous pensez de l'obésité? En fait, je pense que Ibou m'a lancé un clin d'œil quand il parlait de absolument dans les écoles. Bon, après, je pense, moi, je rejoins un peu tout le monde et c'est un problème global, c'est un problème de société. On est dans une société quand même qui vit des mutations et dans ces mutations, parfois aussi, on laisse des pratiques qui étaient des pratiques habituelles. Comme tout de suite, Sarah le disait, quand on parle de malbouffe, vous répondez que tout ce qui est bon est pratiquement interdit. Oui. Mais je pense quand même il faut quand même le mettre dans ce contexte-là. Avant, par exemple, on savait que le petit déjeuner, c'était à 7 heures. Le déjeuner, c'était à midi. Tout le monde mangeait à la maison. Oui. Après le soir, on avait l'impression que toute la journée, on a mangé que chez nous. Aujourd'hui, les femmes ont des occupations professionnelles, qu'on le veuille ou pas. Les parents ne sont pas tout le temps avec les enfants. Les enfants mangent plus dehors que dans les maisons. Oui. Ça aussi, ça peut être un fait. Au niveau de l'école, on nous disait toujours un esprit sain dans un corps sain. Absolument. Donc, il y avait beaucoup de cours d'éducation physique. Il y en a de moins en moins parce que quand l'élève ou l'enfant fait un cours d'éducation physique dans la semaine, je pense que ce n'est pas suffisant. Nous, quand on était enfant, on jouait beaucoup. Tu avais l'impression que tu n'avais que le football et les études. C'est ça. Aujourd'hui, les enfants jouent de moins en moins ou bien on diversifie leurs jeux. C'est plus peut-être des jeux d'esprit et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on peut retrouver un enfant qui pendant une semaine ne fait pratiquement pas d'activité physique. Et ça, je pense que quelque part aussi, ça contribue. Eu égard maintenant à l'aspect culturel, parce que même nous, culturellement, chez les hommes, quand tu présentais ta copine, il fallait qu'elle, voilà, qu'on retrouve un poids de femme, ainsi de suite. À une skinny. Voilà. Et souvent, même quand tu épousais une femme et qu'on s'en rendait compte, ne serait-ce que parce qu'il y a une activité de plus, parce que quand tu quittes ta maison pour aller dans ta maison familiale, forcément, tu as des activités qui vont encore augmenter. Oui. Quand la femme commence à perdre du poids, oui, le beau-père va te dire « Ah, est-ce que tu t'occupes bien de mon enfant ?» ça, ainsi de suite. Mais je pense quand même, il faut accepter qu'il y a un déclic. Il y a un petit changement. Moi, souvent, quand même, je me dis de plus en plus, les femmes sont plus intéressées par des pratiques sportives. J'en vois tout le temps, le soir. On les retrouve plus maintenant dans les salles de musculation, on les retrouve plus dans les plages. Alors que rien que le port de la tenue sportive, quelque part, était compliqué pour les femmes avant. On pensait que c'était destiné plus aux hommes. Et au égard les femmes aussi, je pense que de plus en plus aussi, c'est les personnes de troisième âge. Moi, le matin, je les vois parfois, c'est extraordinaire le matin quand tu vas au bureau, tu les retrouves certaines avec leur abaya plus le blouson et ainsi de suite. Certaines qui marchent, d'autres qui courent un peu, d'autres qui ont leur coach. Je pense que le plus important, c'est d'avoir l'information. Aujourd'hui, les familles commencent à l'avoir, commencent à se conscientiser à ce niveau-là. Et pour moi, en fait, ça va se faire naturellement. Exactement. Et c'est justement à cause ou grâce à cette tendance que l'on commence à dire que Dakar est en train de devenir la capitale du sport. Et il faut encourager cela, justement, puisque les adultes, comme les plus jeunes, s'y mettent, pas seulement dans les salles de sport, mais sur la corniche, par exemple. Il y en a énormément, peu importe l'heure. Il faut juste encourager ça et surtout revoir, comme on le dit toujours, notre alimentation, parce que tout part aussi de l'alimentation, un esprit sain. Dans un corps sain, comme on le dit. Alors, on va y aller très rapidement avec cette nouvelle moins bonne. On parle bien entendu du décès de Serigne Babacar Mbow. Il s'agit du président fondateur de l'ONG des villageois de Ndem. Il est donc décédé dans la nuit de vendredi à samedi. C'est ce qu'on a donc appris. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, on va tout de suite vous proposer un élément sur lui. Mais sachez d'abord qu'il est né à Dakar et qu'il dirigeait, je l'ai dit, une ONG des villageois de Ndem, engagée surtout dans le commerce équitable et le développement socio-économique de la région de Diourbel. Et on va revenir sur tout ça juste après cet élément en complicité avec nos équipes techniques. Il était le fondateur de l'ONG du village de Ndem, perdu dans le Bawol des sentiers battus et des pistes latéritiques. C'était son choix de vie pour rendre la vie meilleure pour lui, sa famille, sa communauté. Serigne Babacar Mbow avait choisi cette contrée nichée en plein cœur du Bawol pour non seulement s'adonner au travail, donner du travail, mais surtout offrir toutes les opportunités pour faire face à la pauvreté inhérente à ces zones sans eau, sans électricité, sans commodité
des années 1990. Année où il a démarré par un champ de manioc avant d'installer l'atelier de couture et teinture qui permettait aux jeunes et aux femmes des villages de Ndem et environ de travailler, sans compter l'école communautaire qu'il avait mise en place et les boutiques Mam Samba à l'étranger et plus tard à Dakar et Saint-Louis pour écouler les produits artisanaux issus du village de Ndem. Serigne Babacar Mbow était une incarnation des enseignements de Cheikh Ibrahima Fall, disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, une personnification de toutes les théories Baye Fall, travail, culte et adoration de Dieu. Un intellectuel reconnu qui a préféré la khidma, le travail, à la bureaucratie. Serigne Babacar Mbow avait très tôt compris que tout le développement est d'abord endogène pour avoir permis à des centaines de jeunes de rester dans le village de Ndem Samba, où l'homme a permis à la localité de devenir un village zéro chômeur. Après avoir fait de Ndem une oasis dans le désert de l'ignorance et de l'inactivité, Serigne Babacar Mbow était en train de réaliser, pour le compte de la communauté mouride et sous la supervision du khalife général des Baye Fall, le village de Mbaké Kadior, berceau du mouridisme. Serigne Babacar Mbow était aussi un écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont Cheikh Ibrahima Fall, La lumière de la sainte piété. L'amour divin dans le verbe du prophète et l'aura de la femme dans le verbe divin. Serigne Babacar Mbow s'en est allé, laissant derrière lui un legs inestimable qui sera certainement entretenu par ses enfants, ses disciples, sa communauté qui lui seront éternellement reconnaissants. Oui, c'est une grosse perte, surtout pour sa communauté qui a énormément bénéficié de ses bienfaits. On l'a entendu avec Ramatadem qui rappelle que grâce à lui, il y avait zéro chômage dans cette commune. Il était aussi un conseiller pour le maire de la commune. On l'a entendu dans les témoignages lorsque le décès a été annoncé. Il était un conseiller mais aussi un partenaire parce qu'il a aidé beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes justement à voler de leurs propres ailes, surtout dans l'autonomisation puisque c'est aussi l'actualité. C'est quelqu'un qui, Sarah, a été remarqué particulièrement pour son engagement communautaire comme on l'a dit tout à l'heure. Absolument, une grosse perte, tu l'as rappelé, pour Ndem. Oui. La communauté mouride, pour le Sénégal tout entier, parce que des gens comme ça, on en veut plus. Si chacun pouvait à un moment retourner d'où il venait et s'engager autant pour la communauté ou pour les communautés à la base, pour accompagner les jeunes, pour accompagner les femmes, je crois qu'aujourd'hui, on parlerait moins d'exode rural, on parlerait moins de chômage de jeunes également, parce qu'il y a de formidables opportunités dans nos terroirs. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un pour accompagner ces jeunes, ces femmes-là, à pouvoir créer quelque chose, à rester sur place et à pouvoir survivre et à vivre dignement. Et c'est ce qu'il faisait et c'est ce que moi je garde de lui. Il aurait pu rester tout simplement en Occident et vivre là-bas. Il a décidé de rentrer, de s'engager pour sa communauté. Je garde également de lui l'image d'un patriote, quelqu'un qui aimait profondément son pays. Il a été plusieurs fois arrêté avant finalement que sa famille ne se décide à l'envoyer en Occident. Et pourtant, il a dit non, je reste pas là-bas, je reviens. Et moi, je m'engage pour ma communauté, pour Ndem, un véritable exemple de développement communautaire dans de nombreux pays dans le monde, ce qui a permis justement à ces pays-là d'atteindre un certain niveau de développement économique, c'est l'engagement communautaire. Et je crois que celui qui a compris cela a tout compris de l'économie. C'est à la base et c'est de la base que tout doit partir. Et il avait compris que Dieu l'accueille dans son paradis, qu'il repose en paix. La question de la préservation de son legs, de son héritage se pose aujourd'hui. Et je pense que les populations de Ndem feront tout pour qu'il continue de survivre, autant pour moi, malgré le fait qu'il soit parti. Vous, tu l'as connu un petit peu? Mes parents, les proches de la Médina, le connaissent mieux que moi, surtout nos grands, parce que tout récemment, j'ai découvert que chaque fois qu'ils venaient à Dakar, ils réservaient un temps avec les gens de la Médina pour passer en intimité avec vraiment comme ses amis d'enfance. C'est en 2017 qu'un de nos ingénieurs m'en avait parlé, qui s'appelle Omar Mar, qui me disait, est-ce que tu connaissais Baba Garas? Je connaissais, c'est la Bassandi, je connais Gaïbekhe, je connais Guissor, etc. Et donc, dans tout cet axe-là, c'est un référentiel.
n'est-il pas temps qu'on s'interpelle quand on nous parle de nos envoyés, de nos prophètes, de nos héros? Superman, tout le monde le connaît, mais ce sont nos Superman. Ce sont des gens qui, dans l'économie solidaire, parce que nous sommes encore à ce niveau, pas tout, qui impulsent, qui donnent. C'est-à-dire, ils se dévouent à sa cause. Quand on le voit, on nous parle de Cheikh Ibra Fall. Quand on le voit, on nous parle d'économie solidaire. Quand on le voit, on nous parle de communauté. Quand on le voit, on nous parle d'emploi. Quand on le parle, on nous parle de fidélité. Mais c'est ce ensemble-là, mosaïque, qui démontre en réalité, nous en avons un peu partout. Oui. Mais sauf qu'ils ne sont pas si médiatisés comme nous le souhaitons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, entre guillemets, assez occidentalisés, mais le fait, leur port, leur attitude, au moins devrait être, je ne dirais pas que dans tous les établissements scolaires, qu'il puisse y avoir, au moins qu'on puisse avoir une semaine de ces personnalités. Ça peut être une revue locale ou régionale ou nationale, mais au moins qu'on puisse faire la promotion de ces Sénégalais. Parce que c'est quoi être Sénégalais? Mais on peut résumer, c'est ce monsieur-là qui ressemble tous les Sénégalais. Parce qu'au-delà de son affection et de son identification à Cheikh Ibra Fall, qui est d'abord le travail, mais aussi dans sa communauté. C'est à partir de sa communauté, comme on dit, à partir de soi-même, qu'on peut aller explorer le monde et aussi apporter sa contribution dans une société. Paix à son âme, que Dieu fasse, qu'il l'amène dans son paradis, son Ndiéguel et Yermandé, et qu'il puisse voir Serigne Touba et Cheikh Ibra Fall. Absolument. Et vous souhaitez réagir sur... moi, je dirais que déjà, il faut comprendre que c'est, comme vous avez eu à le dire, c'est une grande perte, je pense, pour le Sénégal, pour sa commune d'Em. Et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. Nous prions pour que le paradis soit sa demeure. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a une petite déception. Moi, je ne l'ai pas trop connu. Je l'ai connu grâce à un ami qui s'appelle Maud Gaysek sur Facebook. Quand j'ai vu le post, je suis allé faire des recherches. J'ai dit, mais il y a un problème. C'est quand il est décédé que les gens ont commencé à se dire. J'ai l'impression que c'est après son décès que beaucoup de personnes, en tout cas comme moi, ont eu à le découvrir. Et c'est là où je dis qu'il y a une grande déception. Parce que pour moi, c'est des personnes à promouvoir. Tout à fait. Il y a des personnes qui sont comme ça. Peut-être qu'il s'est fait discret parce que c'est sa nature, et ainsi de suite. Mais qu'il choisit en tout cas de se faire discret, c'est une chose. Mais nous, il faut aujourd'hui qu'on se pose la question, quelle est notre responsabilité? Quand je dis nous, moi je me considère comme étant responsable parce que je suis un acteur de l'enseignement supérieur, de l'éducation. Peut-être aussi le monde des médias aussi a une part de responsabilité, et ainsi de suite. Parce que ce qu'ils ont fait en 24 heures pour que les personnes arrivent à le découvrir, on l'aurait fait avant, peut-être on aurait eu la chance de le découvrir et de faire des choses avec lui. Et je pense que c'est quelque part ce qui est un peu dommage en Afrique, c'est que souvent on ne fait pas la promotion des personnes qu'il faut. Et ce qui est important, moi ça peut être utopique, mais c'est ma vision, c'est ma conception des choses. Je pense que le développement de ce pays va se passer aussi par un développement au niveau local. Si chaque personne s'implique au niveau local, si chaque personne apporte sa contribution au niveau local, forcément, ça va se sentir au niveau national. Mais si on attend tout de l'État, je pense que ça peut être un problème. En tout cas, moi, l'engagement que j'ai, je ne sais pas si ça sera suffisant ou pas, mais s'il y a un reportage sur lui, je ferai le nécessaire pour que mes étudiants arrivent à le découvrir. Et quand je dis que j'ai 13 nationalités, ça va permettre peut-être à d'autres nationalités de pouvoir partager son histoire au niveau de leur pays, ainsi de suite. Et pour moi, le développement d'un pays aussi, ça se passe par son histoire. Et ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, on parle de la transition générationnelle, on parle des problèmes dans le domaine éducatif. Mais est-ce que aussi, ces problèmes que nous rencontrons dans le domaine éducatif, est-ce que cette transformation qu'on sent dans cette nouvelle jeunesse aussi, est-ce que ce n'est pas dû quelque part à un manque de repères? Est-ce qu'on arrive à promouvoir, à partager nos anciens qui ont quand même apporté leur valeur, leur contribution par rapport à l'évolution de ce pays, que ce soit en termes de combat, que ce soit en termes de dénonciation, de renonciation, d'implication, pour que ces jeunes puissent s'en servir. Je pense que tout le monde connaît l'adage « la nature a horreur du vide ». Quand on ne met pas quelque chose entre les mains de ses enfants, forcément, ils vont prendre du tout et du n'importe où. Quoi. Je le disais dans un panel. D'où le legs dont on parlait tout à l'heure. Ces hommes ou ces femmes laissent toujours un héritage
très large dont il faudrait absolument bénéficier ou permettre... Perpétuer, exactement, permettre à la plus grande masse d'en bénéficier, justement. Il ne faudrait pas que, lorsque ces personnes disparaissent, que leurs legs disparaissent en même temps. Et c'est ce qui devrait, je pense, servir aussi de repère, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais nous le subissons en tout cas dans nos familles. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans nos propres familles, on se rend compte que souvent on perd l'histoire de nos arrière-parents. Et si nous arrivons à le subir dans nos familles, forcément, si on ne fait rien au niveau national, les enfants aussi n'auront rien du tout. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Toumani, juste quelques mots, parce que moi aussi, pas que je l'ai connu avant, mais j'entendais parler de lui, mais je l'ai encore mieux connu lorsqu'il est décédé, malheureusement. J'ai vu qu'il était disciple de Cheikh Ibra Fall et homme de confiance également de Cheikh Jëmp Fall. Et je pense que tout ce que vous avez dit, justement, montre le fait qu'il soit un vrai Baye Fall. Le Baye Fall ne cherche jamais rien en retour. Le Baye Fall ne cherche pas disons, à être populaire, etc. Ils font des actions, justement, juste parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils ressentent, justement, le besoin de le faire. Mais bien sûr, c'est à nous, justement, nous, hommes de médias, ou bien de les mettre en avant. Mais je pense que tout ce que vous avez témoigné à son égard, justement, démontre encore qu'il était un vrai Baye Fall et il est très difficile de l'être. C'est ça. C'est une façon d'être. C'est au-delà du style. Tout à fait. C'est une façon. C'est au-delà du paraître. Du paraître. C'est l'être. C'est ça. Absolument. Merci à tous. À cette heure passée de 12 minutes, c'est l'heure maintenant d'ouvrir un nouveau chapitre. La chronique sociétale avec Ibo qui nous parle aujourd'hui de la puissance paternelle. Oui, c'est fort ça. Très fort. Hein. Très fort. Puissance paternelle. Ça calme. Oui. En réalité, c'est un ensemble de pouvoirs que la loi délègue aux parents. Quand je dis aux parents, maman et papa. C'est ça en réalité. Mais si l'autre article nous parle de puissance maritale, la puissance maritale est exclusivement dédiée au mari. Ce qui sous-tend que c'est un couple qui s'est marié, et là, c'est le papa qui a l'exclusivité d'être le chef de famille. Sauf que dans le Code civil, on prévoit qu'il ne faut pas porter préjudice par défaut quand on vit en communauté. Ce n'est pas que je suis le chef de famille, que tout m'appartient. Ah non, du tout. C'est rigide, c'est réglementé. Et dans la puissance paternelle, il y a exceptionnellement où la femme incarne la puissance paternelle. C'est encadré par la loi. C'est encadré dans le cas où le papa a été condamné. Ça peut être décidé par le juge de paix qui peut prendre la délégation, retirer ça au papa et donner ça à la maman. Ça, nous le savons tous. Mais là où le bas blesse, c'est qu'ici au Sénégal, nous avons une loi, dite la loi de la parité. Est-il concevable, est-il supportable même, qu'on arrive à avoir une loi sur la parité, mais qu'on soit incapable d'avoir au moins des droits à équidistance entre la maman et le papa? Parce que vous prenez une dame qui prend une voiture sur l'autoroute, qui arrive à AIBD, notre aéroport international, avec un enfant, ou en tout cas une personne humaine qui semble être mineure, elle ne peut pas voyager si elle ne fournit pas une autorité parentale. En cas de divorce. Alors, par défaut même. Pas seulement en cas de divorce. Par défaut, on demande ça. Pas seulement. Mais c'est là, juste, on n'a qu'à corriger. Parce que c'est le terme qui est malheureux. Le terme là, puissance paternelle. D'autant qu'on sait que la société sénégalaise est une société patriarcale aussi. L'autre plutôt. Patriarcale. Mais l'évidence en fait, l'évidence c'est que vous ne pouvez pas avoir des enfants, la maman s'occupe des enfants, le papa s'occupe des enfants, on prend l'exclusivité de pouvoir se déplacer avec une personne humaine et qu'on nous exige d'avoir l'autorité parentale. Oui. C'est-à-dire que ça va même beaucoup plus loin pour celles qui ont déjà vécu cette expérience-là. C'est que même lorsque vous décidez de faire certains documents administratifs pour vos enfants, il le faut. À un moment, vous devez vous retenir pour ne pas sortir de vos gants parce que c'est assez frustrant. C'est vrai. Vous rentrez dans chaque bureau, à peu près, vous avez l'impression qu'on vous pose la même question. C'est le cas. Oui. Oui. Où est le papa de l'enfant à chaque fois? Or, dans certains cas,
le papa est en voyage. Tout à fait. Il n'est pas sur place. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont là. Oui. Parfois, c'est des divorces, comme tu l'as dit, qui se passent dans des conditions assez délicates et assez difficiles. Absolument. Et donc, les femmes se retrouvent dans des situations tellement complexes, tellement compliquées, certaines en viennent aux larmes. Tout simplement parce qu'on veut faire des papiers administratifs pour son enfant, parce qu'on veut lui faire... Le terme. Qu'est-ce que ça nous coûterait de mettre l'autorité parentale? La France, pays de référence. Permettez-moi de remercier les professionnels du droit qui m'ont beaucoup aidé. Il y a l'avocat qui est au barreau de Paris, qui est à Denfert-Rochereau, qui s'appelle Pape Moussa Ndiaye, que tout le monde appelle Grand Aziz. Il y a également un autre, il va être invité ici, il s'appelle Kébé, donc je ne vais pas trop le citer, parce que ça a bien avancé au niveau de notre Assemblée nationale. Ces activités-là, et même sur les femmes, infanticides, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui est réel, c'est que c'est le terme qui est malheureux. Il suffit de... Chaque 15 jours, le papa devait recevoir chez lui l'enfant. Mais vous êtes à plus de 5000 km, comment je vais faire? Donc voilà les cas qui ont poussé... Non, ce n'est pas parce que vous êtes divorcé qu'il n'y a plus d'obligations. Il y a encore des obligations. Donc c'est ces cas-là où l'homme même évitait de se retrouver dans des délits, qu'il y a cette promotion paternelle, que ce soit l'autorité parentale pour faire plus simple. Exactement. Et on le disait aussi en début d'émission, c'est le combat que les femmes ont décidé de porter cette année à l'occasion du 8 mars. C'est important de marquer ce jour-là par des actions symboliques, par des combats qui éventuellement pourraient aboutir à des résultats. N'a pas le droit de voyager avec son enfant sans l'autorisation du père. C'est important que les femmes décident de porter cela pour avoir une autorité parentale plus équitable. Puisque ça doit être 50-50, n'est-ce pas? Logiquement. Ou 60-40. Voilà. C'est déjà fait dans certains pays. Oui. C'est vrai qu'on peut avoir des craintes en se disant, est-ce que, comme Ibou disait tout à l'heure, est-ce qu'elles ne vont pas disparaître avec les enfants? Est-ce que ceci, cela? Oui. Il y a des questions réelles qui se posent par rapport justement à cette loi-là. Et si le législateur l'avait fait ainsi, c'est forcément pour des raisons que Ibou a évoqué tout à l'heure. Mais les choses ont changé. Le monde a évolué et il faudrait accorder plus de dignité aux femmes. Et je crois qu'au cours de la célébration de ce 8 mars-là, on va faire le plaidoyer pour qu'on puisse nous entendre et auprès également des autorités religieuses, pour qu'on puisse comprendre que cet enfant n'appartient pas qu'au père. L'enfant appartient également à sa maman. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre cela et à dépasser les malentendus pour véritable... C'est très difficile. Hein. On parle également de la question de la recherche de la paternité, le test d'ADN et tout ça. Je crois que ce sont ces deux aspects-là qui sont importants pour la célébration cette année. Il faut qu'on puisse nous entendre. Ce ne sont pas des questions de femmes simplement, et je ne veux même pas dire de féministes seulement. C'est des situations réelles, très concrètes, difficiles et compliquées que vivent les femmes. Il faut qu'on en arrive à l'autorité parentale pour permettre le bien de l'enfant. Pas seulement du papa ou de la maman. Je crois qu'on doit réfléchir dans le sens de qu'est-ce qui est bien c'est un aspect très pour important l'enfant. Il n'y a pas que le père qui puisse prendre les bonnes décisions pour l'enfant. C'est notre enfant à nous également. Et donc les mamans ont également un droit sur cet enfant-là. On ne peut pas totalement en phase, d'autant plus que là, c'est le cadre juridique. Maintenant, si on vient dans le cadre sociologique, la foi, la conviction religieuse, les chefs religieux. Je suis musulman. J'ai quelqu'un qui est un grand monsieur, pour moi, pour tous les musulmans. C'est notre bien-aimé, c'est notre ambassadeur, c'est notre capitaine. Il était chômeur et il cherchait du travail. On lui a recommandé à une dame, et c'est cette dame qui l'avait embauché. Et il travaille avec la dame. En travaillant avec la dame a apprécié ses qualités. D'abord de droiture, de commerce facile, de côté éthique. Et finalement, ils se sont mariés. J'ai posé la question, pensez-vous que ce monsieur-là, il va aller dire après que ma femme ne doit pas travailler? Est-ce que c'est ce monsieur qui va réclamer la puissance paternelle? C'est ce monsieur-là qui s'appelle Sayyidina Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Donc même dans le cadre religieux, on a tous les éléments qui concourent à l'éthique dans le mariage. L'éthique dans le mariage, c'est d'abord dans la confiance. Plus je donne la confiance à la femme, plus la femme va me rendre ça. Parce qu'il a été chômeur, il a été embauché par une femme, ils sont mariés. Mais c'est le premier qui va faire la promotion de l'emploi féminin. C'est le premier qui va dire, mais les femmes doivent travailler. Et la femme qui doit travailler, qui est là avec un enfant, mais même pour amener l'enfant dans une autre région ou dans un autre pays,
il y a une obligation. Oui. Voilà à peu près sur l'aspect cadre juridique et sur l'aspect religieux, qui sont des convictions personnelles, mais qui peuvent être partagées à tout le monde parce que c'est l'histoire commune. C'est ça. Merci beaucoup, Ibou, pour ce sujet. Le temps, encore plus intéressant, oui. 7h22. On n'est pas en train de dire qu'on sera à égalité avec les hommes. Il faut que ça se comprenne également. Parce que des gens... le sac de kilo à 50 kg. Exactement. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Il faut que ça se comprenne également. Parce qu'il y a des gens qui disent non juste à cause de ça. Le père reste le chef de famille. On est d'accord. Mais il y a des réaménagements à faire dans le code de la famille. Et ça, je crois que tout le monde doit pouvoir l'entendre. Exactement. Rassurez-vous, le père conserve son autorité. Oui, tout à fait. Oui, rassurez-vous. Merci, Ibou. Il est 7h22. Sans plus attendre, la première partie avec notre invité du jour, c'est juste après ceci. Alors aujourd'hui, on reçoit Abdoulaye Diop, directeur de l'école polytechnique féminine EPF de Dakar. Et cette école française de formation d'ingénieurs devenue mixte va organiser justement un salon d'orientation dans les métiers de l'ingénierie et de la technologie, Sarah. Oui, tout à fait. Et on a déjà assez avancé sur le sujet en introduction. On va juste enchaîner tout de suite avec les objectifs précis de ce salon. Je rappelle que vous l'organisez dans la banlieue ce soir avec l'association Guédiawaye et Je m'engage. On peut aussi revenir tout simplement sur comment est née cette collaboration entre l'école polytechnique féminine, même si elle est mixte maintenant, et l'association Guédiawaye et Je m'engage. Oui, merci Sarah. Je pense qu'il faut à ce niveau-là saluer l'association Guédiawaye et Je m'engage parce que c'est l'association qui est venue vers nous. Alors, il faut comprendre que, pour être honnête, moi, j'ai eu quand même pendant longtemps un pied dans l'association. Parce que, bon, je pense que ce qui est le dénominateur commun que les banlieusards ont, c'est la solidarité. Donc, à chaque fois qu'on est dans une zone, qu'on arrive en tout cas à faire son parcours, on se dit qu'est-ce qu'on doit aussi amener pour sa société. Et quand on mettait en place cette association, moi j'ai été désigné pour diriger le pôle éducation. Il y avait 8 champs qui allaient vers l'éducation, la santé, tout ce qui était environnement, les sports. Parce qu'à la base, c'est une association qui est née dans le domaine du football. C'était des supporters de Guédiawaye FC qui, à un moment donné, se sont posé la question, au-delà de les supporter notre équipe, quelle est notre responsabilité par rapport à notre société, quelle doit être notre contribution. Et ils ont créé cette association, ils ont essayé de dénicher des personnes ressources pour porter les 8 pôles. Et depuis 3 ans, 4 ans, c'est une association qui s'active dans plusieurs domaines. Bon, malheureusement, le temps a fait que moi, je ne pouvais pas porter ce pôle. Donc, il y a eu une personne qui s'en occupe. Et il y a 2 ans, je me suis dit, bon, OK, ils sont venus me voir, ils m'ont donné cette responsabilité. Je n'ai pas pu développer tout ce qu'il attendait de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour leur rendre en fait ce service-là? Et on s'est dit l'année dernière, mais on va faire simple. On est en train de faire des merveilles dans pratiquement tous les 7 domaines, sauf que dans l'éducation, jusqu'à présent, on peine à amener en tout cas cette attente qui est en nous. Et on s'est dit, ben, quelle est la plus grande problématique dans la banlieue? Moi, j'ai pris mon histoire. Au Sénégal, quand même, il faut reconnaître qu'il y a l'ESP qui est là, qu'il y a le KSP qui est là, mais ce n'est pas suffisant. Il y a dans la banlieue des élèves qui ont eu à faire leur parcours jusqu'à avoir leur diplôme, jusqu'à être à l'université, sans rencontrer un conseiller en orientation. Moi, je n'en ai jamais vu. Et le pire, moi, je me rappelle quand j'étais en classe de terminale, qu'il y avait des camarades qui ne savaient même pas que la mention existait. Il n'y a pas plus pire que ça. C'est-à-dire, on va au bac, on ne parle même plus d'être accompagné ou d'être conseillé, mais on ne sait même pas en fait comment le bac va se dérouler. Donc, celui qui a ce problème-là, il est clair qu'il va avoir le problème de savoir qu'est-ce qui doit se passer après le bac. Oui, absolument. Et malheureusement, au Sénégal, bon, je dis au Sénégal, mais ce n'est pas qu'au Sénégal que ça se passe. Moi, je suis un expert du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. J'ai accompagné la République du Congo, la République démocratique du Congo. On a trouvé les mêmes problèmes à tel point que nous, on s'est dit, on s'arrête sur l'orientation. Quand on va en Europe, parce que peut-être vous connaissez bien l'Europe, je le vois citer des zones qui me rappellent beaucoup de souvenirs. Mais c'est à partir du secondaire ou du collège même qu'on commence à définir le projet d'études. Nous, on n'a pas de projet d'études. On suit, on valide. Ce qui intéresse les parents, c'est de valider, de valider et d'aller en classe supérieure. Et quand tu arrives en classe de terminale, c'est là où tout le quartier sait que tu es un élève. Tout à fait.
Et là, tu as Sarah, parce que tu dois passer le bac. Voilà. Exactement, et tout le monde t'attend. Quand tu as le bac, il y a Ibou, Sarah, tout le monde qui commence à se transformer en tant que conseil. Qui souvent ne connaissent rien dans l'organisation de l'enseignement supérieur. Ibou va te dire non, il ne faut pas aller dans ce domaine, c'est saturé. Thomas va te dire bon, oui, il y a de l'emploi, mais ça ne paye pas. Vous voyez, oui. Alors qu'on oublie que le projet d'études, l'orientation, c'est un métier. Il y a des gens qui sont spécialistes du domaine. Et on s'est dit tout de suite ce qu'on va faire, c'est d'aider en fait nos frères et nos sœurs à pouvoir définir leur projet d'études. C'est ce qui explique le salon de l'orientation que vous organisez, c'est ça. Et l'année dernière, quand on l'a fait, on s'est dit il y a énormément de salons et de forums au niveau du Sénégal. Tout à fait. Mais on a l'impression que c'est plus à caractère commercial que social. Et donc, qu'est-ce qui fait la particularité ou la spécificité du salon que vous organisez? Quand on l'organisait l'année dernière, on s'est dit ok, de quoi l'élève a besoin? D'être orienté, d'être conseillé, de savoir ce qu'il attend après le bac, mais parce qu'on est à Guédiawaye, on est à Pikine, de pouvoir être accompagné financièrement. Donc on s'est dit, il faut trouver des partenaires qui arriveront à satisfaire ces 4 piliers. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'EPF avec ses conseils et ses chargés d'orientation, mais ce qui était excellent, on s'est dit, quel est le discours à leur servir? Est-ce que le discours de Ibou va avoir de l'impact? Est-ce que le discours d'Abdoulaye va avoir de l'impact? Ou est-ce que c'est le discours d'un élève qui a à peu près les mêmes âges qui va avoir de l'impact? On a pris plus de 70 étudiants qui étaient en bac plus 1 et en bac pour leur dire c'est à vous d'orienter vos frères et sœurs. On a pris des professeurs, on a pris des personnes comme nous. On s'est dit en réalité, vous ferez ce qu'on ne retrouve pas dans les salons. Vous animez les ateliers. On a mis en place des ateliers en système embarqué, en robotique, en réalité virtuelle, parce qu'il faut attirer ce qui passionne l'enfant. Et on s'est dit, parfois, ce ne sont pas que des mots. Il faut leur permettre de vivre la réalité des choses. On est venu avec des imprimantes 3D et on se rendait compte, moi c'est cette partie-là qui m'a vraiment fait plaisir, qu'il y avait des littéraires qui se disaient que, oui, moi j'aime bien l'informatique, mais malheureusement j'ai fait une série L. Dans leur tête, c'est des enfants qui ne devaient pas aller faire une formation technologique. Alors qu'en France, il y a des bachelors en ingénierie. À l'EPF, il y a des bachelors en ingénierie où l'accès est hybride. On prend des littéraires, des scientifiques, des techniciens. Et il fallait voir la joie de ces enfants quand on nous disait « mais oui, vous pouvez faire ». Donc, quelque part, il faut déconstruire cette idée-là aussi, qu'il faut forcément faire une série scientifique pour pouvoir s'orienter vers les filières technologiques et d'ingénierie. Justement, aujourd'hui au Sénégal, beaucoup ne savent pas qu'on peut faire un bac littéraire et intégrer un domaine technologique. Peut-être l'enfant ne fera pas des classes préparatoires, mais l'enfant peut faire un bachelor technologique. Il ne faut pas oublier que dans nos séries littéraires, quand même, il y a beaucoup de mathématiques. Au Sénégal, c'est à partir du collège qu'on commence à faire des mathématiques, et ainsi de suite. En France, on est en train de réinventer même la manière d'enseigner tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est physique, chimie, parce qu'on s'est dit, OK, c'est maintenant l'enfant qui est acteur de sa formation. Est-ce que l'enseignant doit dire à l'enfant, je t'invite à me découvrir, ou est-ce que c'est l'enseignant qui doit aller faire ce pas-là, dire comment impulser cette dynamique, cette passion chez l'enfant. Et je pense que c'était ça c'était l'une des particularités et ce qui a fait que beaucoup d'enfants ont découvert qu'à travers les séries, ils ont une panoplie en fait de formation à faire. Après, on s'est dit, il faut faire venir quand même des organismes de financement. On a trouvé une association, l'OJACA, on a trouvé le 3FPT qui, quand même, depuis des années, accompagne des jeunes, mais souvent les jeunes ne savent même pas comment faire les formalités. Donc, ça a permis à certains jeunes de savoir, avant la fin de leur formation, comment aller dénicher en fait un financement. Et pire, on est allé voir Sénégal Service. On est allé voir Sénégal Service parce que nous-mêmes, c'était le moment de découvrir que ceux qui habitent par exemple Khombol ou Ziguinchor ou ainsi de suite pouvaient être à Dakar et demander par exemple un extrait de naissance sans se déplacer. Et pourtant aujourd'hui on sait qu'il y a des enfants qui ratent leur examen parce qu'il y a un problème de bulletin ou d'extrait. Et nous quand on l'a su, on s'est dit ah mais nous-mêmes on vient de découvrir cela. On les a invités, on leur a donné un stand. Donc voilà comment on l'avait organisé. On avait invité l'Institut Mines Télécom parce qu'aussi on a énormément d'enfants qui veulent souvent voyager. Il y a énormément d'agents, j'espère qu'ils ne vont pas se fâcher contre ce que je vais dire, mais il y a énormément d'arnaques à ce niveau. Absolument. Et nous, cette année,
parce que l'EPF, en partenariat avec la délégation québécoise, on a demandé à la délégation de venir, d'avoir leur stand, d'expliquer quelles sont les procédures pour poursuivre leurs études à l'étranger. Et ça nous a permis d'intégrer maintenant les adultes dans cette journée. L'accès justement aux grandes écoles, un peu comme la vôtre, a un coût élevé pour beaucoup de familles à revenus modestes. Est-ce qu'il y a, par exemple, une politique sociale ou un système de bourse ou d'accompagnement qui permet justement à ces jeunes issus de couches défavorables ou de familles modestes de pouvoir également avoir accès à ces grandes écoles-là? Moi, je pense que c'est l'un des buts aussi de ce salon-là. C'est la 2e édition. Sarah, l'année dernière, ça va être une surprise peut-être pour toi parce qu'on avait échangé avant d'organiser ce salon. C'est plus de 3000 jeunes qu'on a rencontrés en une journée. Wow. 3000 jeunes en une journée qui ont eu à faire au moins 4-5 ateliers. Là, on ambitionne de recevoir 5000 jeunes au niveau de... Et cette question, elle est très pertinente. C'est l'occasion même de remercier. Moi, je pense qu'il faut féliciter le 3FPT. Parce que parfois, je vois des jeunes qui, sans le 3FPT, très sincèrement, n'allaient pas pouvoir faire ça. accéder à ces formations. 1 640 000, ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je n'avais pas cette opportunité quand j'étais jeune. Et quand je vois qu'au moins il y a 10% quand même de mes élèves qui arrivent à être financés, j'ai un élève qui est en 3e année actuellement, à 3, qui a fait ses 2 premières années de classe préparatoire à l'EPF, mais qui a bénéficié d'un financement à 100% du 3FPT et qui aujourd'hui est dans un cycle d'ingénierie. Donc je pense que c'est salutaire. La suite aussi est intéressante, c'est-à-dire après cette formation, la question de l'insertion également. Justement, et c'est pour ça qu'on invite aussi le service en fait, de l'orientation professionnelle. C'est pour ça aussi qu'on invite, parce qu'on oublie de le dire, les écoles ne sont pas responsables de l'insertion des étudiants. Mais certaines écoles en font un argument de taille pour recruter. Elles doivent même en faire un argument de taille. Mais la précision, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à se dire que c'est à l'école d'insérer. L'école accompagne l'insertion des étudiants. Ça veut dire que nous aussi, on doit assumer cette partie-là. Maintenant, pour le faire, il faut aussi s'ouvrir. Par exemple, nous, on signe énormément de partenariats, mais ce qu'on fait, c'est que des fois, les entreprises aussi ont peur. Parce que le problème de l'insertion, ce n'est pas seulement les élèves, ce n'est pas seulement les entreprises. Je pense qu'il faut trouver des synergies. Souvent, les entreprises ont peur parce qu'ils se disent quels sont les produits que vous mettez à notre disposition. Est-ce que c'est des produits qui peuvent aujourd'hui s'intégrer? Il faut leur permettre de se rendre compte aujourd'hui qu'on forme des jeunes dont ils ont besoin. Par exemple, nous, ce n'est pas pour faire la publicité peut-être de l'EPF. Ce qu'on fait, c'est que quand on signe dans le domaine technologique ou dans le domaine de l'ingénierie des conventions avec des partenaires, il y a 2 points qui ne sont pas discutables. Leurs ingénieurs participent à la formation parce que les personnes que nous formons leur sont destinées. Quand ils ont des projets, on leur dit, OK, ne financez pas les projets, vous nous donnez les projets et nos étudiants vont travailler dans ce projet. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant et c'est dans ce salon-là qu'on arrivera à expliquer aux enfants tout cela, mais surtout, moi, très personnellement, je dis, ce qui est important, c'est de permettre à l'enfant de savoir qu'est-ce qu'il est appelé à faire après le bac. De ne suivre aucune influence, mais de se dire que ce choix dépend intégralement de son profil. Et je pense que c'est là qu'il faut saluer l'association Guégué Je m'engage. Et ça, pour la question du financement aussi, il faut remercier certaines communes. Parce qu'on part du 3FPT, mais il y a beaucoup de communes, il y a beaucoup de mairies qui accompagnent. Souvent, malheureusement, qui n'ont pas la possibilité d'accompagner à 100%. Mais quand tu donnes ne serait-ce que 40%, 50%, l'hôtel de ville de Dakar le fait, et ainsi de suite, on est en partenariat. Mais je pense que c'est déjà bien, parce que quand tu dis à un parent, ça coûte 1 640 000, mais il y a tout le monde qui te donne 500 000, le parent va essayer aussi de trouver. Oui, merci Mamadou Diop. Merci beaucoup pour ce débat très intéressant que nous allons poursuivre, Sarah, dans la 2e partie. On va maintenant observer une petite pause respiratoire. Visite de chantier pour évaluer l'état d'avancement des travaux initiés par Promoville ici à Kaffrine. Dans la délégation, la coordonnatrice nationale de Promoville, ses services techniques, aussi les autorités administratives locales. Le projet déroulé prévoit la réalisation de 6,7 km de voirie répartis sur 9 tronçons. Nous avons remarqué sur site que tous les tronçons ont été ouverts, sont démarrés et sont à un taux d'exécution de 30%.
Donc le coût global de l'investissement qui sera finalisé est environ autour de 5 milliards. Et nous notons un engagement de l'entreprise pour pouvoir finaliser ces travaux-là dans un délai assez court. Les chantiers seront livrés dans les meilleurs délais, a laissé entendre la coordonnatrice. En tout cas, sur la base de ce que nous avons vu sur le site et des engagements que l'entreprise a pris, nous avons bien espoir que ces travaux-là seront finalisés d'ici la fin du délai qui est prévu au mois de septembre 2024. Il y a des infrastructures sociales qui normalement doivent accompagner le projet, mais nous travaillons avec la mairie pour finaliser ces projets-là afin d'intervenir. Les travaux vont impacter 12 quartiers de la commune de Kaffrine. L'impact socio-économique est considérable. C'est une visite de terrain qui nous permet d'évaluer l'exécution des travaux qui nous ont été promis il y a 1 an et qui ont commencé une bonne exécution au moins à hauteur de 30%. Et nous sommes convaincus que l'objectif du 30 septembre sera réalisé, où Kaffrine va se doter d'une voirie moderne en adéquation avec les objectifs tracés par le chef de l'État, mais aussi notre volonté de transformer la commune en une belle ville au cœur du Sénégal. Je voudrais saisir cette opportunité encore une fois pour réitérer nos remerciements à l'endroit du président de la République qui a bien voulu penser le Promobile, qui est vraiment un projet d'équité territoriale, d'équité sociale. Le projet bénéficie du financement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il est aussi prévu la réalisation de plusieurs structures d'inclusion sociale, dont 3 infrastructures communautaires et de l'appui institutionnel. Instruction est aussi donnée aux services municipaux et aux populations de Kaffrine pour s'engager dans la dynamique d'une franche collaboration pour la finalisation des travaux dans les délais requis. Ce matin, Fanta Camara et son ami étaient venus dans ce périmètre faire de la prospection en vue de nouer des partenariats avec des propriétaires. Dans le cadre de leurs activités, elles mènent des campagnes de reboisement ou font des dons de plantes aux écoles ou même des quartiers. On est venu, on a trouvé une équipe jeune, composée pratiquement de 90% de femmes. Donc c'est déjà vraiment un truc qui nous satisfait en tant que femmes de voir aujourd'hui des femmes qui initient des activités telles que l'exploitation de certains arbres, telles que la production de certains produits aussi. Donc, dans toute la chaîne de valeur, c'est encourageant. Nous sommes fiers de travailler avec elles parce qu'on fait de la production de plantes, des plantes ornementales, comme les jardins espaces verts. Aujourd'hui, je pourrais dire que côté environnement, on n'a pas assez de femmes engagées. On est un nombre assez restreint de jeunes filles et de jeunes femmes qui s'engagent pour le climat. Et comme vous pouvez le dire, Fanta, et avec lui, on travaille sur certaines questions, que ce soit l'engagement des jeunes, le changement climatique, la durabilité. Donc, elle fait partie des jeunes tout engagés pour la cause climatique. La passion pour l'environnement, le développement durable en particulier, elle l'a eu très tôt. En effet, très jeune, elle a intégré des mouvements associatifs. Dans ces structures, elle s'occupait des tâches liées à l'environnement en général. C'est ainsi que j'ai animé en moi cette passion pour l'environnement. Donc, une fois le bac décroché, j'ai poursuivi mes cours en ce sens, jusqu'à créer, depuis la licence, ma boîte qui vise à sensibiliser et informer dans l'environnement. Et actuellement aussi, il y a beaucoup de consultations que je fais par-ci, par-là. Une entreprise de communication avec à la clé un magazine appelé CIMAG. Il vise à informer, mais aussi sensibiliser les populations sur les problématiques de l'heure, les changements climatiques, le développement durable. J'ai fait une étude simple en interrogeant certains amis, connaissances entre autres, sur leurs connaissances à travers les 17 ODD. Mais sur 10, figurez-vous qu'il y a peut-être 1 ou 2 seulement qui ont peut-être avoir entendu ce qui est développement durable, mais n'ont même pas la connaissance parfaite du domaine. Donc c'est en ce sens que je me suis dit, pourquoi ne pas aujourd'hui créer un média qui sera spécialisé, un média qui parle carrément de développement durable, qui va aujourd'hui sensibiliser, informer et surtout aussi faire la promotion de ces acteurs de développement durable afin qu'ils puissent inspirer d'autres également à porter des initiatives. Avec CIMAG, des portes s'ouvrent, des contacts noués. La jeune fille commence de plus en plus à se faire un nom dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. C'est ainsi qu'elle a participé aux conférences des partis COP des 2 dernières années, où elle a fait aussi des activités de plaidoyer.
Les COP sont des rencontres, sont des échanges, également sont des recherches de solutions, également des partenariats qu'on noue. Et également, à chaque fois, il y a des nouvelles connaissances, il y a des nouvelles perspectives. À chaque COP, récemment à Dubaï, on en a fait un panel avec des jeunes de Burkinabé, Ivoiriens, Nigériens, Togolais, voilà, parce qu'on a un grand réseau, on a des groupes WhatsApp qu'on avait créés depuis des années. Donc chaque COP, voilà, dans les groupes, il y a les groupes féministes, il y a aussi des groupes où il y a des hommes et des femmes. On discute sur ce qu'on peut faire entre nous pour pouvoir avancer dans le domaine. Au-delà de l'information, elle travaille aussi pour des ONG au niveau national et international. Elle apporte ainsi son expertise en sensibilisant les communautés sur les questions liées au développement durable. Changer les comportements d'un enfant de 5 ans est plus facile que changer les comportements d'un adulte de 40 ans. Donc les enfants, ils sont plus attentifs. Et également, le message passe très rapidement. Donc aujourd'hui, on aimerait faire le tour du pays, voir davantage les enfants et surtout les jeunes, également les femmes, toute la majorité de population qui est victime du changement climatique, qui est aussi doit vraiment s'impliquer pour pouvoir en tout cas faire des actions concrètes. Des difficultés, Fanta Camara en a connu. Son jeune âge a été souvent un handicap, mais avec le temps, les barrières tombent une à une. À 23 ans, cette année, elle ambitionne de défendre le Sénégal dans les plus grandes rencontres à travers le monde, avec comme rêve aller au siège des Nations Unies pour faire entendre son message. Le mot évangile se traduit par bon message, bonne nouvelle. Jouer au PMU devient chose facile pour les parieurs. Rendez-vous sur Play Store et téléchargez l'application PMU Sénégal. Créez un compte en remplissant la fiche d'identification. Avec Wave ou Orange Money, rechargez votre compte PMU Sénégal au menu à droite de votre application. Pour jouer, cliquez sur la tête de cheval pour le téléchargement des nouvelles données de course. L'icône programme vous permet la consultation des programmes de course à travers l'icône parier ici. Accédez aux différentes offres de PMU. Pour élaborer votre combinaison, appuyez simplement sur les numéros de chevaux partant. Cochez CC pour la combinaison complète. Le calcul du coût de la combinaison se fait automatiquement par l'application et le paiement intervient sur un simple clic du bouton valider. L'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur. L'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour. Une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari. L'icône mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons. Elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports. La rubrique journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONASE et les événements spéciaux. PMU Sénégal est aussi accessible par internet. Tapez simplement sur votre navigateur pmusénégal.sn. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand. Jeu interdit aux moins de 18 ans. 7h49, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de Kenkeliba de ce lundi 4 mars. C'est l'heure de passer à la chronique Tendance avec Toumani. Toumani qui nous parle d'abord et nous emmène en Inde en même temps pour nous parler du mariage royal de la famille Ambani. Vu que ce matin, il vous parlait de code de la famille, je vous propose de découvrir cette famille de rêve. Vous allez rêver un peu. Famille de rêve? Oui, avec des diamants et de l'or. On va parler des chiffres juste après, mais je vous propose de découvrir cette famille. Ambani se nomme cette famille. Et ils ont organisé, disons, un mariage royal avec comme invité Rihanna. Regarde. Bien heureux, hein, le marié. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Hein. Et on va revenir dans un instant sur les commentaires. Mais je propose qu'on fasse le portrait de la première Miss Sénégal. Tout à fait. Fatou Ba, c'est la première Miss Sénégal et on l'appelle même Miss Indépendance. Je vous propose de faire son portrait vu qu'on est en mars. Oui. Regarde. Adja Fatou Ba est la première Miss du Sénégal. Elle a été élue le 4 avril 1960 comme la plus belle fille du Sénégal. Elle avait alors 16 ans. Aujourd'hui, on l'appelle Miss Indépendance. Cette dame de 66 ans au teint clair conserve encore ses traits de beauté du haut de son 1,80 m. À l'époque, Senghor était le président de la République et le ministre de la Jeunesse et des Sports s'appelait Alioune Tall. Comme aujourd'hui, il y avait également un sponsor principal de l'élection de Miss Sénégal. Et quand elle a été élue et sacrée, les organisateurs lui avaient alors offert une voiture décapotable. De prime abord, elle ne voulait pas se présenter à l'élection
car elle n'était pas franchement intéressée. Mais elle a des amis qui ont tellement insisté qu'elle a fini par s'inscrire et ce sont elles-mêmes qui ont fait l'inscription. Les élections se faisaient comme celles d'aujourd'hui, mais elle ne portait que des robes longues accompagnées d'escarpins aux longs talons. Antoumani, on l'a vu dans cet élément. Tu préfères que l'on aille d'abord en Inde? Je te suis, c'est toi la reine du plateau. On va parler de ce mariage d'abord. Deux familles très puissantes en Inde qui ont décidé de sceller cette union, déplacer Rihanna quand même pour chanter dans un mariage pendant 90 minutes. Exactement. Il faut absolument le faire, ça. Exactement, c'est la famille Ambani et on va parler de chiffres. Vous me regardez comme ça, je sais que vous aimez bien l'argent. On a hâte d'entendre tout l'argent qui a été injecté dans ce mariage. Rihanna a été déplacée pour 9 millions de dollars. 90 minutes de concert et 19 morceaux. C'est-à-dire que Rihanna, depuis qu'elle a eu 2 enfants, elle n'a pas presté. Elle est en train d'élever un peu ses enfants dans son coin. Même pour certains concerts, certaines prestations, elle dit non. Mais pour cet événement, elle a dit oui. Et elle a pris 9 millions de dollars. Maintenant, je vous laisse convertir un peu en francs CFA. Et revenir un peu sur cette famille Ambani, il faut savoir que c'est la plus riche de l'Asie, de l'Inde, mais c'est la 9e plus riche du monde entier. Donc, vous allez comprendre le pourquoi on voit, celui qui a créé Facebook là-bas, la fille de Donald Trump, en tout cas, toutes ces personnes influentes qui étaient invitées. Et tenez-vous bien, ce n'était pas le mariage, c'était le pré, comme ils le disent, pré-mariage. Le mariage aura lieu en juillet. Alors ça, c'est comme si ici à Dakar, on organisait le Anytime, ou bien les fiançailles chez les chrétiens. Et c'est en juillet que ce sera le mariage. Et en 2018, la même famille a donné en mariage leur fille. Cette fois, c'était leur fille qui se mariait. Et la maman, la reine-mère, avait appelé Beyoncé, comme aujourd'hui Rihanna a été appelée en Inde. Mais en 2018, c'était Beyoncé. Cette année, c'est Rihanna avec la même famille Ambani. Il y a Sarah qui me regarde genre... C'est parce qu'elle n'est pas d'accord. C'est parce qu'elle n'est pas d'accord avec... autant d'indécence parce que c'est vrai, c'est votre argent, vous avez le droit de le dépenser comme vous voulez, mais on est en Inde. Et je veux dire, claquer autant d'argent pour des fiançailles, juste pour... Je ne sais pas, c'est le m'as-tu vu, qu'est-ce qu'on cherche véritablement? Moi, je suis quand même choquée qu'on puisse aller aussi loin, alors qu'à côté, il y a véritablement de la misère. Quoi. Après, il faut notifier que quand même, ils ont offert un dîner aux 50 000 habitants de la ville. Oui, mais c'est juste un dîner. Je veux dire, c'est juste un poisson concert. Au moins, ils ont partagé avec tous les habitants. C'est comme si c'était à Dakar et on partageait avec tous les habitants de Dakar, mais là, c'est le temps d'une soirée. 50, le temps d'une soirée. C'est vrai que c'était le temps d'une soirée. Je crois que quand on a autant de soleil, il faut partager avec les autres. Oui, bien sûr. Oui. Malheureusement, parfois, on fait de grandes cérémonies comme ça. Pour moi, en tout cas, le mariage, c'est pas forcément la plus grande cérémonie. En général, les gens y tiennent parce que bon, on veut inviter des amis, on veut faire la fête et tout ça. Mais le plus difficile, c'est de tenir dans le mariage. C'est ça. Parce que si on fait ça et que 6 mois après, on divorce, bon, est-ce que c'était ça l'objectif? C'est ça, un investissement. Le plus important, ce n'est pas de se marier, mais c'est de le rester. Et donc, il faut être un peu plus décent. Et c'est mon avis dans la célébration. C'est ça. Ça peut être intime et beau, tout simplement. Après, son avis, mais moi je suis choquée. Exactement. Comment non, je suis choquée par autant d'indécence. On est en Inde, quoi. Tu sais, Sarah, les disparités, oui, c'est énorme. On donne autant de gars pour s'estimer heureux. Exactement. Après, c'est pas juste du voix et moi, je m'explique. C'est la maman, disons, qui organise tout ça. Et c'est une manière pour eux, justement, de choquer les gens, mais de faire transmettre leur culture. Ils l'ont dit, c'est-à-dire que pendant quelques jours, c'est vrai qu'ils vont dépenser autant, mais lorsqu'ils font appel à une star américaine, qu'ils quittent l'Amérique pour venir en Inde, pour faire un concert, il y a toute l'Amérique, en fait, qui les regarde, qui les suit. Et aujourd'hui, tout le monde parle de ce mariage. Et sur toutes les vidéos, justement, vous voyez, les filles ne sont pas en robe de mariée à l'européenne. Elles sont en made in. Un coup de marketing. Voilà, c'est une manière pour eux, justement, de valoriser et de vendre, justement, la destination Inde. C'est ça. Et on passe rapidement à ton deuxième sujet, la première Miss. Oui, pour terminer, c'était une manière justement de rendre hommage à cette femme qui a aujourd'hui plus de 60 ans et est mère de 5 enfants.
ces photos, la montre, la beauté. Vous voyez, à 18 ans, on est très belle. À 60 ans et plus aussi, on est belle à sa manière. J'aimerais bien dire ça. Elle est belle à sa manière. Et on a également des images, des archives, justement. Et remercier également Adja, qui est au niveau de la radio et qui a bien voulu me faire la voix pour cet élément. C'est ça. Ibo, tu souhaites dire quelque chose très rapidement sur... C'est magnifique, la beauté de la femme est proposée comme modèle. À toi, tu n'es pas de ceux qui disent que la beauté de la femme est éphémère. Hein. Voilà, Vous savez pourquoi Dieu nous a donné des yeux et pourquoi Dieu a créé la femme si belle? Pourquoi? Pour apprécier sa création. À travers toute créature, moi je parviens à voir Dieu. Donc c'est agréable. Faisons la promotion de la femme, de la beauté. Même la laideur qu'on nous dit, c'est par rapport à des normes. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on dit? La beauté est dans le regard, dans les yeux de celui qui regarde. Quand je regardais une de ces photos, je voyais la tendresse. Et nous savons tous que la tendresse, ça rime avec pudeur. Tout le monde apprécie ça. Ibou le poète, merci beaucoup. Ça fait du bien lundi matin. Bon, on va te garder. Il a tellement de casquettes, lui. Mais sérieusement. Exactement, il le dit avec art. Exactement. Merci beaucoup, Ibou. Il nous reste 1 minute, Sarah. Je vais tout simplement laisser le soin à notre invité de prendre ces 1 minute-là. J'ai une question, mais bon, je vais peut-être dire le mot de la fin pour vous, en direction justement de ce salon dédié justement aux jeunes de la banlieue, et notamment avec l'association Guédiawaye Je m'engage. Mais le mot de la fin, c'est d'abord de remercier l'association Guédiawaye Je m'engage qui s'active depuis des jours pour la réussite de cet événement. C'est de remercier mon équipe parce que c'est un événement qui va mobiliser beaucoup de monde. Et nous, on a pris le choix le plus difficile, c'est de dire aux étudiants, c'est vous qui allez organiser. C'est aussi leur permettre de découvrir, de sortir des salles de cours, de découvrir d'autres réalités, de rencontrer des difficultés et de pouvoir en tout cas les dépasser. C'est de remercier toute la population de Guédiawaye et de vous dire en tout cas le bonheur que j'ai de pouvoir faire la promotion de cette journée que je considère comme une journée sociale. On n'a pas précisé la date à nos téléspectateurs. Voilà, cette journée sociale au niveau de la RTS, ce sera le 6 mars au lycée Limamoulaye. Et le dernier mot, c'est de demander à tous les partenaires de considérer cette journée comme une journée particulière pour beaucoup de jeunes, de pouvoir en tout cas les accompagner avec un cœur grand, un cœur ouvert, mais surtout de demander aux autorités locales, l'ensemble des maires qui sont là-bas, on a invité tous les maires de pouvoir surtout accompagner ces jeunes sur le plan financier. Ce serait très intéressant. De toute manière, le contact de la famille Mbani de l'Inde les financements, à elle seule, franchement, vous serez peinard. Mais avec cette famille, on ouvre carrément une école gratuite. Avec beaucoup de diamants et d'or. Absolument. Merci beaucoup, Abdoulaye Diop, d'avoir été avec nous. Je n'ai pas dit mon nom, c'est Abdoulaye Diop, directeur de l'école polytechnique féminine, c'est ça. Exactement, merci d'avoir été avec nous, ça a été un plaisir. Merci Toumani, merci Ibo, merci Sarah. Merci à l'ensemble des équipes en régie, à tous qui nous suivaient depuis 6h30. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée dans la bonne humeur, dans la joie, comme on l'a dit Ibo, et surtout dans l'amour. On se retrouve demain dès 6h30. Gotta wake up early in the morning, a long way, but you're bigger than